La droite israélienne vit une crise. Elle vit une crise qui est une crise de confiance envers Benyamin Netanyahou. Et donc, beaucoup d'électeurs veulent rester à droite, mais veulent s'exprimer dans un parti différent de celui du Premier ministre. Notre ami Philippe Velidia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais avec vous essayer de commenter certains développements. Le constat de la campagne électorale est en train de se lancer. On est encore à, on va dire près de 3 mois, un petit peu moins de 3 mois avant les élections. Et on voit de nouvelles formations qui sont en train de poindre, de jaillir comme ça dans l'échiquier politique israélien. Ce sont surtout des formations qui sont à la recherche d'un électorat de droite modérée. Je pense en particulier à la formation de Hilik Tropper et de Yoaz Hendel qui a annoncé le lancement de sa campagne hier, et à la formation de Gilad Ardan et de Yuli Edelstein qui doit annoncer justement d'abord sa création et puis le lancement de sa campagne dès aujourd'hui, dès ce soir. Ce sont des formations qui sont à la recherche d'un public bien ciblé, la droite modérée, en particulier peut-être même on va dire le sionisme religieux plutôt modéré qui n'adhère pas aux thèses de Bezalel Smotrich. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut bien voir que la droite israélienne vit une crise. Elle vit une crise qui est une crise de confiance envers Benyamin Netanyahou. Et donc, beaucoup d'électeurs veulent rester à droite, mais veulent s'exprimer dans un parti différent de celui du Premier ministre, dont ils contestent aujourd'hui la politique, notamment à l'égard de la conscription des ultra-orthodoxes. Cette question a vraiment clivé au sein du public. Donc, on a la création de ces partis qui sont un petit peu différents. Le parti de Hilik Tropper et Yoaz Hendel, qui s'appelle, je crois, la Maison sioniste, oui, vise un public de réservistes. Initialement, d'ailleurs, il s'appelait le Parti des réservistes. Et il vise effectivement un public sioniste religieux, plutôt moderne, plutôt hostile à Bezalel Smotrich, dont il ne partage pas l'extrémisme. L'autre parti qui va se créer aujourd'hui à l'instigation de Gilad Erdan, ancien ambassadeur à l'ONU, et de Yuli Edelstein, l'ancien président de la Knesset, c'est un parti qui est plus un Likoud bis. Ils ont l'ambition de soustraire au Likoud tous les électeurs qui sont modérés, qui ne veulent pas d'alliance systématique avec les ultra-orthodoxes, en tout cas qui ne veulent pas leur céder, comme Benyamin Netanyahou l'a fait beaucoup ces derniers temps, et qui entendent donc rallier un public de droite, mais qui veut moderniser l'image de la droite israélienne, un petit peu en retrouvant le Likoud d'avant, le Likoud de Menachem Begin, pour dire les choses rapidement. C'est-à-dire que c'est aussi une formation qui se veut être critique envers Benyamin Netanyahou, qui remet en cause son leadership. Ah, tout à fait, tout à fait. Les gens qui constituent ce parti, notamment Yuli Edelstein, il a eu un très gros contentieux avec Benyamin Netanyahou, qui lui a retiré la présidence de la commission de la défense parce que Yuli Edelstein était pour la conscription des ultra-orthodoxes. Donc, il a un très gros contentieux avec lui. Gilad Erdan n'a pas vraiment, selon mes informations, selon nos informations, un contentieux personnel avec Benyamin Netanyahou, mais Gilad Erdan, depuis longtemps, a l'ambition de succéder à Benyamin Netanyahou, d'être Premier ministre et donc d'être le leader de la droite israélienne. Donc, il forme ce parti. Alors, ces formations, soyons honnêtes, lorsqu'elles apparaissent dans les sondages, elles sont pas véritablement au-dessus du seuil d'éligibilité. C'est-à-dire que on sait, Benyamin Netanyahou a toujours eu l'habitude, on va dire au moins ces 20 dernières années, d'essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas de perte de voix dans la droite israélienne, en tout cas dans des formations qui pourraient être potentiellement des partenaires de sa coalition gouvernementale. Or là, on a le sentiment quelque part que ces multiples partis ne parviennent pas à s'unir et que la droite israélienne risque de perdre énormément de voix. Oui, alors c'est le cas surtout pour le parti de Hilik Tropper et Yoaz Hendel, mais qui
dans les derniers sondages, passait quand même le seuil d'éligibilité. À mon avis, le parti de Yuli Edelstein et de Gilad Erdan est à l'abri du risque, d'autant qu'il n'a pas encore publié sa liste. Et on sait que des personnalités populaires, comme l'ancienne maire de Beth Shemesh, Aliza Bloch, vont sans doute le rejoindre. Il y a une personnalité dont on ne sait pas ce qu'elle va faire et pourtant elle joue un rôle important. C'est Ayelet Shaked. Oui. Ayelet Shaked est très populaire dans le public de droite. Et donc, quand elle ralliera un parti, elle amènera avec elle des milliers et des milliers de voix. Et donc, je suis persuadé qu'il y a, entre les partis que l'on vient de citer, une concurrence pour attirer sur leur liste Ayelet Shaked. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que d'ici, on va dire, la mi-septembre, le 11 ou le 12 septembre, puisque c'est la date de clôture des listes et de la présentation des listes électorales à la prochaine Knesset, il y aura des unions entre ces partis? C'est possible, par exemple, d'unir Hili Tropper et Yuli Edelstein? À mon avis, ce serait difficile, parce que Yoaz Hendel et Hili Tropper excluent une alliance avec Binyamin Netanyahou, tandis que Gilad Erdan et Yuli Edelstein ne sont pas si affirmatifs. Pour dire les choses de façon très caricaturale, le parti de Yoaz Hendel et Hili Tropper était un petit peu plus à gauche, et le parti de Gilad Erdan et de Yuli Edelstein était un petit peu plus à droite. Donc, mais ça n'est pas exclu. Il y aura peut-être d'autres fusions. Il y aura peut-être d'autres fusions, d'autres ralliements de personnalités. Je viens d'en citer une, Ayelet Shaked, il y en a d'autres. Et donc, la carte politique n'est pas encore figée. Et elle sera figée, effectivement, début septembre. Pas le 11 ou le 12 septembre, parce que c'est Rosh Hashanah. Donc, je pense que la commission électorale demandera aux partis de présenter leur liste 1 ou 2 jours avant. Voilà, alors il y a certains observateurs qui affirment qu'en fait le parti de Yoaz Hendel et de Hili Tropper, c'est en fait un parti sous-marin de Eisenkot qui est là pour essayer de capter, on va dire, des voix de droite que Eisenkot lui-même, en tant que chef de parti de son parti Yachar, ne pourra pas capter. Je ne crois pas parce que Hili Tropper et Yoaz Hendel sont deux fortes personnalités. Ils ne sont pas du genre à se faire manipuler. Il y a un autre parti qui travaille pour Gadi Eisenkot, et c'est un reportage télévisé diffusé ces derniers jours l'a mis en évidence. C'est le nouveau parti ultra-orthodoxe, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est un parti qui s'appelle le parti des ultra-orthodoxes du public. Ça donne rien en français, en hébreu, ça sonne mieux. C'est un parti qui entend représenter les ultra-orthodoxes modernes, ceux qui travaillent, ceux qui font l'armée, ceux qui veulent s'inscrire en plein dans la société israélienne. Je ne sais pas s'ils passeront le seuil d'éligibilité, ça m'étonnerait. On a parlé des milliers de voix à Chasse et à Yahadut HaTorah, et donc des sièges. Et là, effectivement, ça sert à Eisenkot. Ah oui, on a parlé justement à ce propos de Eli Yishai qui pourrait revenir dans la vie politique. Oui, alors là, c'est assez surprenant, parce que Eli Yishai prendrait la tête d'un parti avec lequel il n'est pas vraiment d'accord, parce que Eli Yishai, c'était pas un symbole de modernité, c'était plutôt quelqu'un d'extrêmement rigide, mais c'est vrai qu'il a au sein de Chasse encore un public, encore des militants, et donc il aspire sans doute à jouer encore un rôle politique. Oui, et Eli Yishai, on le sait, il était apparemment plus à droite que même que Aryeh Deri à l'époque, à la belle époque. Absolument. Et alors ça c'est, il y a aussi l'information qui est intervenue hier et qui est très répercutée ce matin dans les médias israéliens, c'est celle de l'annonce de notre ami Danny Luz, ancien député Likoud, qui a rejoint le camp d'Avigdor Lieberman. C'est quelque chose qui vous surprend, cette démarche de Danny Luz? Non, ça n'est pas étonnant. D'abord qu'il ait quitté le Likoud parce qu'il était vraiment en conflit ouvert avec la direction du Likoud et particulièrement avec Binyamin Netanyahou. Donc c'est pas étonnant qu'il ait quitté le Likoud. Qui rallie Avigdor Lieberman, c'est un petit peu plus surprenant. Parce que sur certains points de son programme, notamment la laïcité, Avigdor Lieberman et Danny Luz n'ont peut-être pas les mêmes idées. Je ne sais pas si Danny Luz, par exemple, est favorable au mariage civil, mais peut-être qu'il l'est a priori. Ça souligne quand même quelque chose. Danny Luz est quelqu'un de très à droite dans toutes ses idées. Il s'est opposé à Binyamin Netanyahou, mais absolument pas sur une base libérale. Et ça souligne le fait que Avigdor Lieberman, lui, s'est repositionné très à droite pour capter aussi un électorat très nationaliste, mais hostile à l'union avec les partis ultra-orthodoxes.
Alors concrètement, ça c'est pour, on va dire, on a beaucoup parlé de la droite israélienne. Je voudrais avoir votre appréciation sur les partis orthodoxes. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, vous nous faisiez une allusion à ce sujet, que les partis orthodoxes sont en difficulté parce que dans les sondages, ils sont en perte de vitesse, ils ne progressent pas alors que leur population est censée se développer. Depuis 4 ans, il est censé y avoir, on va dire, un rajout de plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui pourraient voter. Et là, ça ne se reflète pas obligatoirement dans les sondages et on a le sentiment que pour la première fois, les voix des partis orthodoxes se dispersent un peu. Absolument. Mais c'est le cas pour Chasse, pas pour Yahadut Torah. Yahadut Torah a 7 députés sortants et dans les sondages, il en a 7, voire 8, ce qui traduirait l'augmentation de la population concernée. Chasse, par contre, est en grande difficulté. Chasse a 11 sortants. Il avait été un peu surcoté la dernière fois parce qu'il avait fait une très bonne campagne, notamment sa campagne auprès des milieux populaires sur la question des bons d'alimentation. Et c'est justement ça. Chasse a toujours eu dans son électorat une partie du public qui n'était pas vraiment ultra-orthodoxe, qui était plus ou moins religieuse, plus ou moins traditionnaliste, mais c'était des familles pauvres séfarades. On le voit en analysant les résultats électoraux dans les villes de développement. Et c'est cet électorat-là qui le titrait, parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec la politique d'Ariel Henry, notamment en matière de conscription, parce que très souvent, ces électeurs de chasse ont eux-mêmes fait leur service militaire et leurs enfants font leur service militaire. Et puis en plus, ils sont très déçus par la politique de Benyamin Netanyahou. C'est une politique quand même qui est encore synonyme de vie chère. Et cette population, évidemment, qui est une population pauvre, est très sensible à ce sujet. Et ils ont l'impression d'avoir été délaissés au profit des ultra-orthodoxes qui, eux, ont beaucoup d'argent de la part de l'État. Et par contre, les familles pauvres, ils ont le sentiment d'avoir été un petit peu abandonnés. Donc il y a un vrai problème stratégique pour Ariel Henry. Et d'ailleurs, on le voit dans les reportages télévisés, il a l'air extrêmement préoccupé. Oui. Alors, il y a un autre leader politique qui a de bonnes raisons d'être préoccupé, c'est Naftali Bennett, parce que son parti, lui aussi, est en baisse constante dans les sondages. Il perd presque un mandat chaque semaine. Il était à 26 au début de la campagne, lors de l'union avec Yair Lapid, et là, il est autour de 13, 14. Comment vous expliquez cette mauvaise habitude qu'a Naftali Bennett de commencer très haut les sondages et peu à peu de baisser pour, à la fin, se terminer avec des résultats autour de 6 ou 7 mandats? C'est récurrent chez Naftali Bennett, ça s'est déjà produit dans le passé. Comment vous expliquez cela? En fait, Naftali Bennett a un problème de positionnement stratégique. Naftali Bennett est un homme de droite, toute son histoire personnelle le prouve, mais c'est quelqu'un qui n'est pas rigide. Et donc, au début de la campagne, il s'est positionné au centre. Il a pris, par exemple, position pour le mariage civil, qui est une position, qui est même généralement une position de gauche. Et il s'est allié aussi avec Yair Lapid, qui lui est un vrai centriste. Donc, il avait ce positionnement. Et puis, tout récemment, sûrement pour endiguer cette baisse, il a repris des positions très à droite, notamment en matière sécuritaire. Il se présente comme plus sécuritaire que le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il critique sa politique au Liban, il critique sa politique à Gaza, il critique sa politique vis-à-vis de l'Iran. Il met en exergue le fait, et là il a raison, que Benyamin Netanyahou a mis en danger les relations israélo-américaines qui sont si importantes pour la sécurité d'Israël. Donc il essaie en quelque sorte de se rattraper, mais Naftali Bennett a toujours eu ce problème de positionnement, d'image, à la fois quelqu'un issu de la droite, partageant totalement l'idéologie nationaliste, et puis en même temps quelqu'un qui, de par sa personnalité aussi, est quelqu'un d'assez ouvert et d'assez sympathique d'ailleurs. Donc il a ce problème en politique, il faut avoir une image extrêmement fixe. Il faut que le public qui veut voter pour un parti s'identifie totalement avec les idées d'un leader. Et donc, il faut que ces idées soient très claires, qu'elles ne soient pas ambiguës. Et Naftali Bennett a parfois cette image d'ambiguïté. Et ça, sur le plan électoral, c'est extrêmement nuisible. Alors, il y en a un autre qui a par contre une image qui est loin d'être ambiguë.
mais qui est en train peut-être lui aussi de faire les frais d'une forme de radicalisation, c'est Yair Golan. Alors lui, il n'est pas du tout, c'est-à-dire, il n'est pas du tout ambigu, on sait très bien, il affirme ses positions très clairement, parfois ça fait grincer beaucoup de dents, et j'entendais hier Gadi Eisenkot, qui est peut-être potentiellement le prochain Premier ministre, dire il y a des personnalités qui seront plus aptes à être ministre de la Défense dans mon prochain gouvernement que Yair Golan. Est-ce que Yair Golan, de par son positionnement de plus en plus radical, de par ses déclarations intempestives, il n'est pas en train peut-être de se mettre à l'écart et peut-être de risquer d'être en dehors d'un futur gouvernement, surtout si Gadi Eisenkot irait vers une formule, on va dire, de gouvernement d'union nationale, ou en tout cas de gouvernement de centre élargi, avec peut-être même une partie du Likoud. Bon, Gadi Eisenkot peut faire également autre chose s'il est Premier ministre, c'est prendre des ministres du Parti des démocrates et de ne pas prendre Yair Golan. Bon, Yair Golan a un problème d'expression. C'est pas qu'il est de plus en plus extrémiste, c'est le fait qu'il a un comportement que personnellement je trouve assez puéril. Il dit ce qu'il pense. Oui. C'est très bien, c'est très honnête. Mais en politique, on sait très bien que ça n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que souvent, le public n'est pas prêt à comprendre et à écouter cela. Alors, lorsqu'il dit hier, par exemple, on ne pourra pas à l'armée accueillir tous les ultra-orthodoxes, il dit la vérité. Mais cela nuit à son message initial et au message de toute l'opposition qui est circonscription pour tout le monde. C'est un exemple typique de brouillage d'image qui nuit au potentiel électoral d'un parti. Et on sait d'ailleurs qu'à l'intérieur du Parti des démocrates, il y a un certain nombre de gens qui déjà pensent que peut-être ce n'est pas le meilleur leader pour l'avenir. Voilà. Eh bien, on a fait un tour quasiment total. On aurait pu aussi parler de Netanyahou et de ses difficultés à recueillir le soutien de personnalités qu'il voulait insérer dans la liste électorale. Mais on aura l'occasion de se reparler encore une fois, ou plusieurs fois même d'ici les élections. Merci beaucoup, Philippe Velilia, politologue, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné un aperçu du panorama politique actuel dans la... Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt.